40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé. C'est le dilemme un peu brutal que nous lance le titre du livre de Maxime Victor qu'on explore aujourd'hui. D'un côté, la carrière classique, le métro, boulot, dodo. De l'autre, un sprint entrepreneurial intense avec la promesse au bout de la liberté. Le choix semble clair, mais les chiffres y jettent un froid. L'auteur nous rappelle une statistique qui fait vraiment réfléchir. 90% des entreprises font faillite dans les 5 premières années. Et c'est pas tout, 99% n'atteignaient jamais leur 10e anniversaire. La vraie question, c'est donc pas juste de choisir, mais bien comment on fait pour appartenir à ce fameux 1% qui survit et qui prospère. C'est précisément la mission qu'on se donne aujourd'hui. On va essayer d'extraire les 7 stratégies fondamentales proposées par l'auteur pour construire une entreprise qui dure. Et ce qui est intéressant, c'est que ça commence bien avant de penser au produit ou au marketing. Tout part de la mentalité. Ah oui, c'est vraiment le socle de sa pensée. Pour lui, l'entrepreneuriat, c'est pas une aventure qu'on improvise. C'est une vraie profession qui s'apprend, qui s'étudie. C'est pas parce qu'on a de belles cartes d'affaires qu'on est entrepreneur. Il le martèle ce point. Absolument. En gros, sa philosophie repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est une obsession pour les profits. Il oppose ce qu'il appelle le plan d'affaires, souvent un document bureaucratique qui prend la poussière, au plan d'action, un outil concret vraiment orienté vers des résultats immédiats. L'idée, c'est que l'action doit toujours primer sur la réflexion excessive. Il cite un de ses amis, la phrase est assez directe, « Les riches agissent et les pauvres réfléchissent ». Ouf, c'est une phrase choc. Mais ça sonne un peu comme une simplification excessive, non ? Parce qu'agir sans réfléchir, c'est aussi la recette pour aller droit dans le mur. Est-ce que l'auteur nuance un peu ça ? C'est une excellente question. Oui, il précise. Le but n'est pas d'agir bêtement, mais de combattre ce qu'il appelle la paralysie par l'analyse. Il vise les gens qui passent des mois, des années même, à peaufiner un plan parfait qui ne verra jamais le jour. Pour lui, il vaut mieux un plan à 80% parfait, lancé aujourd'hui, qu'un plan à 100% parfait qui reste dans un tiroir. L'idée, c'est agir, tester, échouer vite et ajuster. D'accord, là c'est beaucoup plus clair. Le deuxième pilier, c'est la croissance personnelle. On entend souvent cette idée, mais lui, il la place vraiment au centre du jeu. Il utilise une citation de Jim Rohn que j'aime beaucoup. « Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, le succès est quelque chose que l'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. » Autrement dit, la valeur de l'entreprise ne pourra jamais dépasser la valeur de l'entrepreneur. Ce qui nous amène logiquement au 3e pilier, la mentalité de gagnant. Et là, il est très direct. Il partage une observation personnelle sur la différence qu'il perçoit entre ce qu'il nomme la mentalité francophone et la mentalité américaine. D'un côté, il a grandi au Québec en entendant « L'important, c'est de participer. » Exactement. Et de l'autre, il observe une culture où l'on dit « Je suis venu ici pour gagner. » C'est une observation assez tranchée, presque un cliché. On peut se demander si c'est encore si marqué aujourd'hui ou si ça lui sert surtout à illustrer son point de manière percutante. C'est vrai que c'est une généralisation, mais son but n'est pas de critiquer une culture, c'est de souligner un état d'esprit. L'idée qu'il veut transmettre, c'est qu'un entrepreneur doit viser la domination de son marché, la première place. Pas juste pour l'ego, mais parce que le leader du marché capte la majorité des profits, de l'attention, il faut entrer dans l'arène avec l'intention de gagner, pas seulement de participer. J'adore son anecdote sur la chemise tachée pour définir ce qu'est un entrepreneur. C'est tellement simple, mais ça capture parfaitement l'essence de son propos. Racontez-la, elle est parfaite pour ça. Alors, il est à un mariage, en chemise blanche, et bien sûr, il renverse du jus de canneberge dessus. La panique. Rentrer chez lui prendrait 2 heures, acheter une nouvelle chemise, 100 $. Et là, quelqu'un lui parle d'un petit crayon effaceur, le Tide to Go. Il en achète un pour quelques dollars, la tâche disparaît, et sa première pensée est « Vive les entrepreneurs ». Et c'est ça, sa définition. L'entrepreneur, ce n'est pas un visionnaire mystique, c'est un solutionneur, quelqu'un qui identifie un problème, crée une solution et la vend. Exactement. Et cette anecdote, elle nous amène directement à sa première grande stratégie. Le point de départ de tout, c'est la croissance personnelle. On ne peut pas construire un gratte-ciel sur des fondations en sable. Avant de bâtir l'entreprise, il faut se bâtir soi-même. Cette discipline personnelle, j'imagine qu'elle est un peu inutile si on ne sait pas où l'appliquer. C'est là que la gestion de ses propres ressources devient cruciale, j'imagine. Précisément, il identifie plusieurs domaines clés à maîtriser. Le premier, c'est la gestion de l'argent. Il fait une distinction entre la mentalité pauvre, qui est gagner, épargner, dépenser, et la mentalité riche, gagner,
Épargner, puis investir. L'investissement, c'est la clé qui transforme l'épargne en un outil de création de richesse. Pour lui, l'argent est neutre. C'est juste un amplificateur de ce qu'on est déjà. Il s'attaque ensuite à un sujet qui est souvent un peu tabou, surtout au Québec, la vente. Il note avec justesse que le mot « vendeur » a souvent une connotation négative. On pense tout de suite au crosseur. Et il déconstruit ce tabou en montrant que la vente, en fait, c'est absolument partout. On se vend lors d'un entretien d'embauche, on vend ses idées dans une relation de couple, on vend un projet à ses enfants. La vente, c'est l'art de la communication et de la persuasion. C'est le moteur. On peut avoir la plus belle voiture du monde, sans moteur, elle reste au garage. Et pour faire tourner ce moteur, il faut une discipline de fer. C'est un autre point qu'il souligne. Le passage d'employé à entrepreneur, c'est un choc culturel. C'est un choc, oui. En tant qu'employé, la pression est externe. Le patron, les horaires. En tant qu'entrepreneur, cette pression, elle doit devenir interne. C'est l'autodiscipline. J'aime beaucoup son exemple personnel. À ses débuts, pour se forcer à travailler, il s'habillait. Il sortait de chez lui, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige, et il allait s'asseoir dans un café pour travailler. C'était un rituel, pour simuler un cadre et s'imposer cette rigueur. Ce qui est directement lié à la gestion du temps. Il a une vision très claire de ce sur quoi un entrepreneur devrait se concentrer. Il parle d'activités productives, comme la formation ou la planification stratégique, par opposition aux activités parasites. Et il a une expression assez forte pour ces activités-là. Il les appelle l'opium du peuple. Il met là-dedans les téléséries en rafale, les jeux vidéo, le temps passé à défiler sans but sur les réseaux sociaux. Ce sont des activités qui donnent une satisfaction immédiate, mais qui ne construisent rien à long terme. L'opium du peuple. Je pense à ma dernière soirée Netflix et je me sens un peu visée. Mais pour guider cette croissance personnelle, il ne laisse pas les gens sans ressources. Il recommande une base de lecture. Oui, une sorte de trousse de départ intellectuel. 4 livres qu'il juge fondamentaux. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill, Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone de George Clason et l'indémodable Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est une liste très classique, presque un kit de démarrage de la pensée entrepreneuriale des années 80 et 2000. Est-ce qu'il insiste sur le fait que c'est une base à compléter ou est-ce que ça reste le cœur de sa bibliothèque ? Il présente ça vraiment comme le fondement. Ce sont les principes intemporels de la mentalité, de la gestion financière, des relations humaines. L'idée, c'est de maîtriser ces bases solides avant de se lancer dans des stratégies plus modernes et volatiles. D'accord. Une fois que l'individu a commencé ce travail sur lui-même, on peut commencer à parler de l'entreprise. C'est quoi la prochaine étape ? On passe de l'individu à la structure avec la stratégie 3, le plan d'action. Et là, on oublie le document de 50 pages que personne ne lira jamais. L'auteur propose un plan qui tient sur une seule page et qui doit répondre à 4 questions limpides. Quel est le projet ? Qui est ma clientèle cible ? Quelle est ma valeur ajoutée ? Et où est-ce que je vais vendre ? C'est tout. Simple, direct et ça pousse à l'action. Et c'est là qu'on touche au cœur du titre du livre, non ? Comment on passe concrètement des 5 ans de travail forcé à la liberté ? La réponse est dans la stratégie 3. Bâtir un système. Exactement. L'idée fondamentale, c'est que l'entrepreneur ne doit pas être le système, il doit en posséder un. Pour illustrer ça, il s'appuie sur un modèle très connu, le quadrant du cash flow de Robert Kiyosaki. Il y a 4 façons de gagner de l'argent. On a d'abord le E pour employé. C'est simple, on a un travail, on travaille pour le système de quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a le T pour travailleur autonome, le médecin, le consultant. Ici, on est le système. C'est le piège de la prison dorée. On gagne souvent bien sa vie, mais si on arrête de travailler, l'argent arrête de rentrer. On a simplement acheté un travail, souvent plus exigeant que celui d'un employé. Et c'est là que le changement de paradigme doit s'opérer pour atteindre la liberté. Absolument. L'objectif est de passer dans les 2 autres quadrants. Le P pour propriétaire d'entreprise. Le propriétaire, lui, possède un système qui travaille pour lui. L'entreprise continue de générer des revenus même quand il n'est pas là. C'est ça la véritable liberté. Et enfin le quadrant I pour investisseur, où c'est l'argent qui travaille. L'objectif ultime que propose l'auteur, c'est de devenir un P. Et il lie ça à une notion très puissante, l'héritage. Le but n'est pas juste de payer ses factures, c'est de construire un actif, quelque chose qui va perdurer. Ok, donc l'individu est solide, le système est dessiné. Maintenant, il faut mettre de l'essence dans le moteur. C'est là que les dernières stratégies entrent en jeu, si je comprends bien. C'est ça. On a battu le véhicule, maintenant il faut le faire avancer.
L'auteur se concentre sur 3 stratégies interdépendantes: le marketing, la vente et l'expérience client. On commence par le marketing, la stratégie 5, qui selon lui représente 90% du succès d'une entreprise. 90%, c'est... Waouh, c'est énorme. C'est pour souligner son importance capitale. Il prend l'exemple de McDonald's. On peut avoir son avis sur la qualité de leurs hamburgers, mais on ne peut pas nier que leur marketing est une machine de guerre. Ce qui est fascinant, c'est leur capacité d'adaptation. Ils ont vu que les familles venaient moins, alors ils ont mis l'accent sur le McCafé pour attirer les travailleurs. Ils n'ont pas changé leur burger, ils ont changé leur marketing pour s'adapter. L'exemple de McDo est bon, mais ils ont des milliards. Comment un entrepreneur qui démarre peut-il appliquer ce principe avec des moyens très limités? Le principe reste le même, peu importe l'échelle. S'adapter, ça veut dire écouter. Un entrepreneur solo peut le faire encore plus vite qu'une multinationale. Ça veut dire parler à ses clients, lire leurs commentaires, voir ce qui fonctionne ou pas, et être prêt à pivoter rapidement. L'agilité, c'est l'avantage du petit. Le marketing, c'est pas le budget, c'est la pertinence. D'accord. Et une fois que le marketing a attiré le client, il faut conclure la vente. On en revient à la stratégie 6, ce fameux tabou. C'est ce qui s'apprend, à un code qu'on peut maîtriser. Le point le plus important, c'est que les gens n'achètent pas des produits, ils achètent des solutions. Ils achètent des bénéfices, du temps, de la tranquillité d'esprit, de la reconnaissance sociale. Son exemple, c'est la Mercedes. Personne n'achète une Mercedes pour son économie d'essence. On l'achète pour le statut, le confort, la sécurité. La vente, c'est d'identifier ce que le client achète vraiment. Donc si je comprends bien, c'est moins de convaincre à tout prix que de comprendre le besoin profond du client et de lui montrer comment notre offre y répond parfaitement. C'est presque un travail de psychologue. C'est tout à fait ça. C'est un dialogue, une écoute active pour aligner la valeur de ce qu'on offre avec le désir profond du client. Quand cet alignement est parfait, la vente devient naturelle. Ce n'est plus une confrontation. On a attiré le client, on lui a vendu la solution, on pourrait croire que le travail est fini. Mais l'auteur ajoute une dernière étape, la stratégie 7, qui est peut-être la plus importante pour durer. C'est le sommet de la pyramide, l'expérience client. L'objectif n'est pas seulement de satisfaire un client. La satisfaction, c'est le minimum. L'objectif est de le transformer en ambassadeur de la marque. Et pour ça, il faut créer ce qu'il appelle un effet waouh. Qu'est-ce qu'un effet waouh, concrètement? On n'est pas tous dans l'hôtellerie de luxe. Comment ça se traduit pour une petite entreprise? C'est une question clé. L'effet waouh, c'est simplement le fait de dépasser les attentes du client de manière inattendue. Ça n'a pas besoin de coûter cher. Pour un commerce en ligne, ça peut être de glisser une note manuscrite dans le colis. Pour un consultant, ça peut être d'envoyer un article pertinent à un ancien client des mois après, juste en disant « j'ai pensé à vous ». C'est surprendre positivement. C'est ce petit extra qui laisse une impression mémorable et qui donne envie au client de parler de vous. Donc si on récapitule le parcours, le succès entrepreneurial est une construction. Ça part d'une base essentielle, un travail profond sur soi-même, sa discipline, sa mentalité. Sur cette base, on érige un système solide, conçu pour fonctionner sans nous. Ensuite, on alimente ce système avec un marketing à l'écoute et une vente centrée sur le client. Et tout en haut, le couronnement, c'est de créer une expérience qui transforme les clients en promoteurs. C'est une excellente synthèse. Et il y a un fil conducteur qui traverse tout ça. Une idée qu'il répète constamment, la vitesse d'exécution. La connaissance seule ne vaut rien. Il critique ceux qui attendent le moment parfait, qui suranalysent. Pour lui, le succès n'est pas un accident. C'est le résultat direct d'actions délibérées, rapides et constantes. C'est le mouvement qui crée les opportunités. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion. L'auteur définit l'entrepreneur comme un solutionneur. Si on applique cette idée non seulement au produit, mais à l'ensemble de l'entreprise, quel est le plus grand problème que notre projet entrepreneurial pourrait résoudre, au-delà de la simple transaction commerciale ?